98. Malgré les nombreuses dénonciations, malgré les enquêtes faites par des travailleurs de la DPJ, il y a eu dérapage, à ce point que ces enfants ont subi des sévices innommables. Eh bien, voilà qu'on pointe du doigt aujourd'hui la direction de la DPJ de l'endroit et certains intervenants. Le reportage de Dominique Moret. Entre 94 et 98, 3 enfants de la région de Trois-Rivières endurent les pires sévices aux mains de leur père, violent et pervers. Le tortionnaire électrocute ses enfants, les suspend à une poutre, les mains liées avec un collier à chien, badigeonne ensuite les plaies avec de l'antiflogistine, applique de l'alcool à friction entre les 2 fesses, les martyrise avec un balai et pour les abrutir encore plus, le bourreau les force à maltraiter un petit chien, bête qui sera éventrée devant leurs yeux. Durant ces 4 années, Caroline, Virginie et Éric font la navette entre le foyer paternel et une famille d'accueil. Mais les signalements s'accumulent à la DPJ de Trois-Rivières. Étonnamment, intervenants et éducatrices s'obstinent à vouloir les réunir avec leur père. À la fin de 95, les enfants se plaignent à une vingtaine de reprises à la DPJ, qui fait la sourde oreille. Même qu'une intervenante de la DPJ va témoigner en cours en faveur du père, malgré le rapport d'un psychologue qui décrit le père comme un toxicomane violent. Bref, c'est la confusion la plus totale à la DPJ de Trois-Rivières. En septembre 98, le père est arrêté et condamné à 18 mois de prison. C'est alors que la Commission des droits de la personne enquête sur le travail de la Direction de la protection de la jeunesse. Dans le rapport d'enquête obtenu par TQS, le constat est lamentable. Alors, les enfants parlaient, les enfants verbalisaient des choses par leur voix, par leur faible voix, puis par des comportements, puis on ne les entendait pas et on les maintenait dans des conditions qui étaient tout à fait inacceptables. Les enfants ont été laissés à eux-mêmes. Le père est même qualifié de bon vivant. Aujourd'hui, la DPJ avoue avoir commis de graves erreurs. Estomaqué. Estomaqué dans le sens qu'on voit là, et il ne faut pas porter le blâme non plus uniquement sur les individus. Il y a eu des lacunes, je dirais, de système. C'est clair que j'étais extrêmement malheureux, puis je trouve extrêmement dommage que ces enfants-là aient vécu ces situations-là. La commission va plus loin et demande à la DPJ de faire le grand ménage. Et on interpelle le DPJ en lui demandant de corriger le tir en regard de ces éléments-là, donner une meilleure formation à vos intervenants, encadrez-les, suivez-les. Message entendu, dit la DPJ. Donc, protéger finalement les enfants contre la bureaucratie, c'est un peu ça qui est arrivé, oui. Le cafouillage. Oui. Plusieurs changements ont déjà été effectués, mais beaucoup reste à faire. On va être beaucoup plus serré avec un outil qui va nous donner une lecture très objective de la capacité du parent. Les intervenants blâmés dans le rapport sont actuellement passés au peigne fin. Sont-ils compétents? Si l'écart est très grand et qu'il fallait prendre des mesures administratives, évidemment, on les prendra. C'est quoi les mesures? Bien, les mesures administratives habituelles qui pourraient être suspension. Et les enfants? La DPJ confirme qu'ils sont sains et saufs. Ils ont entre 16 et 13 ans. Est-ce qu'ils ont encore des liens avec leur père? Aucun contact avec les parents. Est-ce qu'ils sont protégés? Ils sont protégés, c'est un interdit de contact ordonné par le tribunal. Jusqu'à l'âge de? Jusqu'à leur majorité. Dominique Moret, TQS, Trois-Rivières. Ce n'est pas la première fois que la Commission des droits de la personne réclame des changements afin d'assurer la sécurité des enfants au Québec. En 1998, l'organisme avait déposé un rapport à la suite des révélations faites dans le dossier du bourreau de Beaumont. Pendant plus de 13 ans, 5 enfants ont été martyrisés par leur père, malgré une quinzaine de signalements au DPJ faits par des amis, des membres de la famille et même des médecins. À 3 reprises, le personnel du directeur de la protection de la jeunesse de Québec a formellement reconnu que l'aîné avait été maltraité. À 4 autres moments, ils ont sorti l'enfant pour quelques jours seulement et le remettaient à ses parents aussitôt. Ces révélations ont mené à une série de recommandations. 18 mois plus tard, le ministère de la Santé n'avait toujours rien fait. Pour le code de suivi de Beaumont, le ministère de la Santé et des Services sociaux, bien que relancé à plus d'une reprise par la Commission, ne donne pas suite. On ne fera pas tout en même temps. On va le faire comme du monde. On commence naturellement par un ordre de priorité. Puis l'ordre de priorité, c'est de s'assurer que les enfants qui sont victimes d'abus et de négligence vont recevoir des services.
Aujourd'hui, la commission dévoile une autre histoire d'horreur qui souligne l'incompétence de certains intervenants du DPJ. À la Fédération des familles d'accueil du Québec, on souhaite que ce soit la dernière fois que des enfants soient maltraités à cause de fonctionnaires incompétents. Je trouve ça absolument très triste que des enfants qui avaient déjà beaucoup souffert, puis une fois qu'ils sont pris en charge par le système, continuent à souffrir autant. Je pense que quand on lit ça, on pense que ces situations-là ne devraient jamais exister. Le cas des enfants maltraités de la Mauricie entraînera certainement des changements à la direction de la protection de la jeunesse de Trois-Rivières. Reste à espérer maintenant que le ministère de la Santé apportera lui aussi des changements à l'ensemble des DPJ du Québec avant que d'autres histoires d'horreur ne soient dévoilées. Bev Leclerc, TQS, à Québec. Dominique Moret, c'est un reportage qui est bouleversant. Est-ce qu'on aura besoin d'investissement? Est-ce que les gens qui font de la DPJ sur le terrain disent on manque de ressources, on manque de moyens? Est-ce qu'ils se défendent comme ça? Effectivement, du côté de Trois-Rivières, ce qu'on dit, c'est qu'on a le record de hausse de signalement pour tout le Québec. Cette année, seulement une hausse de 35 en ce qui a trait au signalement. Donc, évidemment, il y a toujours une question de fric, de ressources. Mais je pense que le problème ici qui est soulevé dans ce rapport-là, c'est un problème de structure. Il y avait un cafouillis à Trois-Rivières, on le reconnaît. Il y avait un manque de rigueur, ça, c'est très évident. L'enquête porte sur 4 années, 94 à 98, mais dès 91, on notait que les parents étaient inaptes. Et dans le rapport, on dit que les intervenants ont choisi d'ignorer les appels de détresse. Du côté de la DPJ, on dit qu'on est en plein ménage et que le ménage, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Merci beaucoup, Dominique. Au revoir. Merci bien. C'est pas d'hier. Personnellement, en tout cas, j'ai dénoncé à plusieurs reprises le fonctionnement de la DPJ. Évidemment, sous le couvert de l'anonymat pour protéger les enfants, on cache énormément de choses. L'intérêt de l'enfant doit primer, mais il ne faut pas, cependant, qu'on se serve du prétexte de l'intérêt de l'enfant pour cacher des fonctionnements erratiques, premièrement, et de dénoncer auprès des autorités compétentes. Parce que ce n'est pas la faute des travailleurs et des travailleuses sociales, bien souvent. C'est qu'ils n'ont pas de moyens et ils n'ont pas de ressources. Pourquoi? Parce qu'un enfant, ça n'a pas le droit de vote. Parce qu'un enfant, dans la statistique, c'est moins important probablement que la sympathie que peut amener d'autres causes. Et ça, c'est fondamental dans le système et dans le régime. Et les hommes politiques devraient être mis sur la sellette avec des affaires comme ça. Et quand l'ex-ministre Barry était venu ici nous dire que c'était réglé, et vous en avez vu un extrait dans le reportage, ça n'a pas été fait. Sondage. Est-ce que vous croyez à l'efficacité des interventions de la DPJ? Oui, à 16,5 % non, à 83,5 %. C'est là en exclusivité un témoignage fort touchant. Yves Albert est cet innocent père de famille qui vaque à ses occupations et qui tombe sous les balles, criblé, alors qu'il était la cible d'un motard qui croyait, lui, abattre quelqu'un dans une vengeance entre groupes et guerre de motards. Mais aucun aux funérailles d'Yves. Anne Roy, TQS, Saint-Eustache. Il y a quand même une sérénité chez cette femme. Oui, c'est assez impressionnant. Bon, ça fait maintenant une semaine, c'est quand même court une semaine, mais bon, elle passe par plusieurs étapes et le fait d'en parler, vous savez, avec le meilleur ami d'Yves l'aide sûrement et aide sûrement aussi le meilleur ami parce que dans des situations comme celle-là, la meilleure façon, c'est souvent d'en parler aux proches. Pour ce qui est des enfants, bon, on nous dit qu'ils vont bien. C'est sûr qu'eux aussi doivent passer à travers le deuil et souvent les enfants, ça leur prend un peu plus de temps avant d'en parler. Alors, il faudra voir dans le futur comment ils vont vivre ça. Parfait. Bien, merci bien, Anne. Espérons que le message de ce témoignage de cette femme sensibilisera les autorités à intervenir dans ce secteur des guerres de motards. C'est assez incroyable quand même. Ah!